puisqu'il y a une thèse sous-jacente qui est un peu le fil rouge de mes réflexions et qui soutient l'idée que les enjeux infranationaux, c'est-à-dire les enjeux qui touchent des territoires qui sont partis d'une unité politique plus large, un rôle qui est souvent négligé par les théoriciens et les praticiens des relations internationales. Or, ce rôle peut être capital dans certaines situations. Et dans le livre, j'ai recensé plusieurs de ces territoires qui ont joué un rôle essentiel à des moments critiques, à ce qu'on appelle des conjonctures internationales chaudes, et qui sont passés inaperçus. Pourquoi ? Parce qu'on voyait le pays auquel ils appartenaient et on ne voyait pas leur rôle spécifique. Donc ça, c'est le fil rouge de l'ouvrage qui présente par ailleurs un tableau comparé des outre-mer dans le monde. Et il y a un échantillon d'une soixantaine de territoires d'outre-mer qui sont rattachés environ à une vingtaine de puissances dans le monde, quel que soit leur statut, les puissances moyennes, comme la France, les grandes puissances, la République de Chine, comme les États-Unis, comme encore, je peux prendre comme exemple le Royaume-Uni, qui dispose de 14 territoires d'outre-mer, le même nombre que les États-Unis, qui en ont 14 aussi, et qui sont au centre de beaucoup de tensions internationales. Une illustration que nous fournit l'actualité est l'archipel des Chagos. Il y a une semaine, la Cour internationale de La Haye a rendu une décision historique puisqu'elle ordonne au Royaume-Uni de rétrocéder l'archipel des Chagos à la République de Maurice, à l'exception toutefois de l'atoll qui est devenu une base stratégique indispensable à la stratégie de défense des États-Unis et qui se trouve à Diego Garcia. Donc le jugement par lui-même suscite beaucoup de critiques parce que dans ces attendus, on reconnaît que le Royaume-Uni n'avait pas le droit d'exciper de la République de Maurice l'archipel des Chagos au moment de son indépendance, puisque Maurice était une colonie britannique, et en même temps, on ne restitue pas l'intégralité de l'archipel à la République de Maurice, mais toutes les autres îles, sauf celle qui est devenue une base stratégique aéronavale au dernier cri technologique, d'ailleurs qui est louée aux Américains par le Royaume-Uni, qui lui rapporte énormément d'argent, et le Royaume-Uni l'utilise aussi. C'est une base pour tout ce qui est le contrôle de l'océan Indien, qui est vraiment central. Dans le jargon des états-majors militaires américains, ils appellent ça the spears of peak, c'est-à-dire la pointe de la lame. En français, ce qui veut dire que c'est un petit territoire qui joue un rôle vraiment important. Historiquement, je vous le rappelle, on l'a vidé de sa population. Manu militari, les gens qui habitaient les Chagossiens ont été de force, si j'ose dire, déportés à Maurice ou aux Seychelles. Et depuis, d'ailleurs, ce sont des gens très âgés, ils meurent les uns après les autres, ils n'ont jamais eu le droit de retour sur leur terre. Alors désormais, la décision de la Cour leur permet ce droit, sauf ceux qui habitaient à Diego Garcia, qui n'ont plus le droit ils ont perdu leur propriété, tout ce qu'ils avaient. Alors, il y a tout un jeu, parce que les Britanniques disent que ce n'était pas une population autochtone. En fait, c'était une économie de plantation, c'était des Africains essentiellement, des Malgaches aussi, qui avaient été transportés là pour cultiver les plantations de copra. Mais ils ont fait souche, ils se sont développés, ils ont créé une société, un peu comme les sociétés créoles, dont nous sommes tous issus. Et à ce titre-là, leur droit à retrouver leur terre était tout à fait fondé. Il a fallu... Maurice est indépendant depuis 1968. Vous imaginez le nombre d'années qu'il a fallu pour avoir cette décision judiciaire sans précédent, qui d'ailleurs est au centre d'autres contentieux de souveraineté,
parce que figurez-vous que même le monde s'en est saisi. La France est concernée par plusieurs de ces contentieux. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la décision de la Cour internationale de justice de La Haye va impacter ou non la situation de la France par rapport à Tromelin, de la France par rapport à Mayotte et aux Comores, de la France par rapport aussi à Madagascar pour les îles Éparses, où il y a le même type de contentieux. Et jusque-là, la Cour internationale de justice avait plutôt, on va dire, pris des décisions de conservation de l'état actuel, du statu quo. Donc tout ça, vous voyez, et puis il y a vraiment d'autres aspects qu'il faut vraiment mesurer. Peu de gens savent que la Russie, la Fédération de Russie, dispose également de territoires d'outre-mer. Eh oui, et de territoires d'outre-mer qui ont joué un rôle essentiel dans la politique nucléaire, un peu comme la Polynésie pour la France. C'est un grand territoire qui s'appelle Nouvelle-Zélande, qui est en mer du Nord, mer d'Ostok, pour si vous connaissez bien la géographie. Et puis, ils ont également un autre outre-mer qui est le joyau énergétique de la Russie, qui est, comme vous le savez, un grand producteur d'hydrocarbures, et où on trouve les gisements combinés de gaz et de pétrole qui sont parmi les plus grands au monde et qui sont en exploitation. Donc voilà, c'est pour ça que tous ces territoires-là, c'est Nouvelle-Zélande. C'est pas Kaliningrad quand même. Non, c'est Novozograd, ça s'appelle comme ça. Et c'est pareil, c'est en mer du Nord. Et il y a peut-être des consortiums. Alors, il y en a deux qui font l'objet de rétorsion parce que la cause de la guerre russo-ukrainienne. Donc, les Russes ont demandé aux compagnies anglo-saxonnes de stopper leur opération en représailles, puisqu'on a, comme vous le savez, pris des sanctions économiques et financières contre la Russie. Donc, ils ont réagi ainsi, mais c'est un gisement fantastique. Et puis, vous avez d'autres outre-mer qui jouent un rôle important, comme Hawaï pour les États-Unis, et en particulier dans cet archipel-là, l'île de Guam. Vous pouvez entrer, l'île de Guam, qui est plus petite que la Martinique, qui est presque 2 fois plus petite que la Martinique, l'île de Guam, dans le Pacifique, et qui est là aussi, pour le Pacifique, la base américaine la plus militarisée au monde. Quand on fait le rapport entre population militaire, équipement et superficie. Et au moment où nous parlons, il y a une extension en cours du camp Andersen, ça s'appelle comme ça, ce qui pose un problème. On revient aux enjeux locaux parce qu'il y a un peuple autochtone qui vit, c'est la même ethnie que les Polynésiens, on les appelle les guerreros, et ces gens-là ne cessent de protester, mais on ne les entend pas leur voix, voyez, parce que on les réduit à occuper une toute petite partie de leur territoire alors qu'ils avaient le territoire en entier. Donc c'est un sujet important et on voit comment les enjeux stratégiques écrasent les revendications légitimes des peuples qui vivent sur ces territoires, qui se trouvent être dans un endroit qui est stratégique, voilà, pour la défense d'un pays. Et en même temps, ce territoire devient une cible. La Corée a menacé à plusieurs reprises d'envoyer des missiles à Guam. Vous voyez, donc, je me souviens d'une des formules d'un des leaders de ce peuple autochtone qui dit « Mais pour la sécurité de compatriotes qu'on ne connaît pas et qui vivent à des milliers de kilomètres de nous, notre vie est exposée. » Vous voyez, un autre cas qui est aussi poignant, c'est l'île de Pâques, que tous les gens rêvent de visiter. Parce que c'est une île effectivement avec les Moai, vous savez, c'est une culture magnifique, monumentale. C'est une île qui est sur la carte du tourisme mondial. D'ailleurs, il y a un contingent de touristes qui est arrêté chaque année pour protéger justement, tellement c'est couru, c'est demandé. Eh bien, le peuple qui vit à Guam, ce peuple-là, pareil, a été réduit dans des réserves. Et il se bat pour retrouver le contrôle sur ces terres. Et c'est très difficile parce que démographiquement,
ils sont maintenant moins de la moitié de la population. Ce sont des Chiliens venus de Chili qui forment le stock le plus important dans la population, qui ont pris les leviers de pouvoir et ils sont en train de développer. Pourquoi le Chili ne veut pas lâcher? Parce que pour le Chili aussi, c'est une plaque tournante importante, y compris pour des raisons militaires. Donc voilà, et je pourrais multiplier les exemples. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est les Malouines, les Falklands, las Malvinas. Pareil, vous avez une guerre. Vous voyez comment un petit territoire comme ça a suscité une des dernières guerres du siècle dernier, qui a opposé une puissance européenne à des milliers de kilomètres de ses frontières continentales, puisque les Falklands font partie du territoire national britannique. Et Margaret Thatcher n'a pas hésité à engager des forces armées. Il y a eu quand même, de part et d'autre, chaque fois 1 millier de morts dans cette guerre qui n'a pas duré très longtemps au demeurant. Pourquoi là aussi? Il y a des raisons à la fois militaires, des raisons de politique intérieure, parce que ça lui a permis de gagner les élections. Et puis une autre raison économique, c'est que offshore, vous avez un gisement important de pétrole. Alors, donc ce sont des enjeux stratégiques qui Absolument. déterminent la motivation de la puissance à maintenir sa Pourquoi on observe ce qu'on observe en ce moment en Nouvelle-Calédonie? Parce que Nouvelle-Calédonie est un territoire très important pour la projection internationale de la France dans le Pacifique. Vous savez que nous vivons actuellement un déplacement de l'épicentre de la géopolitique mondiale vers l'Asie-Pacifique, vers l'Indo-Pacifique, et toutes les puissances qui disposent déjà d'emprise permanente sont avantagées par rapport aux autres. C'est pour ça que les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la France feront tout pour conserver ces points d'appui maritimes. Et actuellement, par exemple, on est en train de, en quelque sorte, déshabiller militairement les territoires qui sont dans l'Atlantique. Je parle singulièrement de la France, mais c'est vrai aussi des États-Unis, pour renforcer les équipements militaires qui se trouvent dans l'Indo-Pacifique. Par exemple, à Porto Rico, on a démantelé la base militaire qui se trouve sur l'île de Vieques, qui est à quelques encablures de la grande île de Porto Rico, pour transférer les éléments, et les hommes aussi, les effectifs, dans le Pacifique. C'est ce qu'on appelle le Asian Shift en anglais, le basculement vers l'Asie. Donc les enjeux s'accompagnent du choix qu'on a vu. Par exemple, en Afrique, la France a accepté de s'éloigner de ce continent pour faire des choix beaucoup plus rationnels qui correspondent sans doute. Oui, mais elle n'avait pas tellement le choix là, parce que je crois qu'elle a été vraiment poussée dehors. Mais il y a des raisons, il y a un cumul de raisons historiques. C'est le président Macron qui en a fait les frais directement, mais c'est une accumulation, il faut avoir l'honnêteté de le dire, d'une manière de voir la relation avec le continent qui malheureusement a été sanctionné. Vous avez un de mes collègues et amis, Achille Mbembe, qui s'est mobilisé depuis très longtemps pour essayer d'éclairer, on va dire, les politiques nationaux en France, sans succès. Il continue avec sa fondation à apporter des conseils généraux. Il n'est pas mandaté par un gouvernement particulier, mais il le fait pour je dirais, le salut commun, on va dire ça comme ça. Mais vous savez, bon, ce ne sont pas les universitaires qui font la politique des États, ça c'est sûr. Donc, on n'est pas prêt, malheureusement, d'accumuler d'autres échecs, parce que les nouvelles générations qui se lèvent en Afrique n'ont pas le même regard sur le passé colonial, ils n'ont pas la même patience aussi par rapport à certaines choses, certaines régulations. Pour l'instant, on ne peut pas dire que le changement en cours en Afrique francophone soit pour le meilleur, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup à gagner à remplacer la puissance que constituait la France par la Fédération de Russie ou par, on n'en parle pas, pourtant la Chine a fait une pénétration en Afrique depuis plusieurs décennies qui est spectaculaire, mais vraiment spectaculaire, par le bout économique, mais qui a des conséquences également sur les aspects politiques de souveraineté, puisque quand les pays ne peuvent plus rembourser les emprunts, eh bien les autorités chinoises
eh bien, ne se démontent pas, elles deviennent propriétaires des actifs. Et comme ce sont des actifs qui sont vitaux, souvent des plateformes aéroportuaires, ça met le pays sous la coupe d'un autre État. Donc ce sont des captations de souveraineté en quelque sorte. Voilà. Et vous avez remarqué aussi la multiplication des enceintes multilatérales ou bilatérales, enfin ou bicontinentales, Fédération de Russie, Afrique, Inde, Afrique, Japon, Afrique, etc., qui concurrencent largement les sommets Afrique-France, puisqu'on les a rebaptisés ainsi, et qui montrent bien vraiment qu'il n'y a plus de précaré pour qui que ce soit, pour quelque puissance que ce soit dans le monde. Nous sommes à l'heure d'une concurrence effrénée entre les puissances qui ont le moyen de convoiter d'autres terres. C'est ce qu'on appelle des guerres d'influence. Et c'est par là aussi que passe, eh bien, se dessine l'avenir des relations internationales. Et nos petits territoires qui sont au cœur de mon ouvrage font partie de ce paysage-là. Et si je les ai autant mis en lumière, c'est que souvent ils passent inaperçus. Est-ce que vous pourriez